Bienvenue à tous et à toutes. Donc, bienvenue pour ce webinaire autour du sujet Développer les intelligences intuitives et collectives au service de l'entreprise 15.0. On va laisser le temps à chacun, bien évidemment, de se connecter. Donc, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on vous partage une partie d'une de nos formations, d'un parcours de formation qui est proposé en plusieurs classes virtuelles et notamment animé par Alessandro sur le sujet, je le rappelle, développer les intelligences intuitives et collectives au service de l'entreprise 4.0. Tous les mardis, c'est webinaire chez First Group. Donc, on vous partage des pratiques, des stratégies, des solutions learning sur des sujets variés comme celui d'aujourd'hui. First Group, c'est quoi? C'est qui? C'est un cabinet de conseil et de formation dans les domaines stratégiques, notamment la transformation des organisations, du change management, l'ingénierie pédagogique, talent development, développement des soft skills et j'en passe. Aujourd'hui, donc, vous l'aurez compris, on fait un focus sur les sujets, formations autour du change management, de la transformation des organisations. Et Alessandro fera un focus davantage sur les intelligences intuitives. Introduction donc à la formation, je le rappelle, développer les intelligences intuitives et collectives au service de l'entreprise 4.0. Avant de commencer, je vais juste rappeler quelques règles pour éviter les problèmes de bande passante. N'hésitez pas à couper vos micros, voir vos vidéos. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat tout au long de la présentation d'Alessandro. On y répondra au maximum courant de cet échange. Et puis, on aura bien évidemment un temps à la fin, vraiment de questions-réponses avec Alessandro. Avant de commencer et de laisser la parole à Alessandro, je vous partage notre petit jingle de tous les mardis sur nos webinars. En avant toutes. Alessandro, c'est à toi. Je te laisse la parole pour notamment parler un peu plus précisément et dissocier instinct, intuition et intelligence intuitive. Bien, ce flux continu de données provoque un gros problème, c'est un petit mais gros, qui est celui qu'on se trouve face à une masse d'informations qui nous arrivent et de façon très très rapide auxquelles nous devons répondre. Et la courbe en vert, justement, représente par contre les capacités cognitives des êtres humains par rapport à la capacité de coordonner, de structurer des analyses, des réponses, des prises de décision, des arbitrages. Or, je crois que si on regarde les choses avec un peu de distance, c'est clair que par rapport au point d'intersection de ces deux courbes, nous avons clairement dépassé le point d'intersection vers la droite et que les capacités cognitives de chaque être humain individuellement sont largement dépassées par cette quantité et ce flux de données et d'informations. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire face à un monde dans lequel le changement accélère et les demandes deviennent de plus en plus importantes, comment faire face si nos capacités cognitives sont limitées. Et quand je dis que les capacités cognitives sont limitées, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science, c'est les neurosciences, l'imagerie médicale, la neurobiologie montrent clairement que nous avons des capacités de coordination par seconde qui sont aux alentours de 6 à 8 opérations à la seconde, à la vitesse d'une seconde. Donc, comment faire? C'est clair que nous devons trouver la façon de faire remonter et augmenter ces capacités cognitives. Or, si nous étions dans une classe interactive, dans un webinaire interactif, je passerai un peu de temps à vous poser la question pour savoir, mais comment fait-on? Quelles sont vos réponses? N'ayant pas cette possibilité ici
de le faire, eh bien, je vais un peu accélérer et je vais vous apporter ce qui sont les réponses qui me viennent de la part de nos clients qui sont interpellés quotidiennement par ça. Et la première réponse qui vient à l'esprit, c'est évidemment l'intelligence artificielle. Or, la réponse, l'intelligence artificielle va nous aider à tenir le pas, à garder le pas par rapport à ce flux de données en accélération continue. Ça pourrait paraître la baguette magique, mais en réalité, c'est une vraie bonne réponse. Une vraie fausse bonne réponse, parce que l'intelligence artificielle, déjà, il a très peu d'intelligence. L'algorithme travaille sur des modes de fonctionnement sur la base de ce qui est le passé et l'apprentissage, mais surtout, il y a un micro ouvert, donc je ne sais pas si c'est normal, mais surtout, l'intelligence artificielle, de mon point de vue, au moins là où nous en sommes aujourd'hui avec la technologie, devrait être considérée plutôt comme une orthèse. Une orthèse, c'est quelque chose qui peut aider l'être humain à aller plus loin, plus vite, plus grand, mais en tout état de cause, il ne peut pas, une orthèse, remplacer les deux caractéristiques fondamentales de l'être humain, qui sont la capacité créative et la capacité de relation interpersonnelle et la création de contacts profonds au niveau humain. Malheureusement, ce point de vue-là, il n'est pas forcément entendu de façon très claire. Et donc, ce qu'on observe, c'est une multiplication des investissements et des choix de fonder les stratégies sur l'intelligence artificielle qui amènent à créer les conditions pour mettre en place des projets technologiques de plus en plus sophistiqués. Maintenant, si on regarde quelle est la conséquence de la mise en place de projets technologiques de plus en plus sophistiqués, eh bien, nous le voyons au quotidien sous les yeux. Elles sont deux. Premièrement, c'est une déshumanisation du contexte et donc c'est l'homme qui s'adapte aux machines plutôt que l'homme utiliser les machines. Et l'adaptation de l'homme aux machines, il suffit d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec Charlie Chaplin dans le temps moderne. Ça crée évidemment un environnement qui est un environnement aliénant. Et cet environnement aliénant a des conséquences profondes sur le climat social. Et le climat social est peut-être aujourd'hui la variable la plus importante pour pouvoir faire face à une situation de difficulté extrême avec des nécessités de vraiment retrouver les fondements de la société pour pouvoir repartir sur des bases différentes. La deuxième problématique des choix technologiques des choix stratégiques basés sur des projets technologiques, c'est clairement le fait que ça provoque une augmentation du stress et de la peur des êtres humains, soit d'être substitués par les machines, soit de devoir s'adapter à des fonctionnements des machines qu'ils ne comprennent pas, soit tout simplement de ne plus avoir d'interaction avec les autres. Et on a vu ô combien c'est important, on l'a vu pendant le confinement, et on le voit même ici aujourd'hui dans ce webinaire, que l'interaction sociale et le contact et l'échange non médiés par un élément technologique sont primordiaux pour garder la santé et garder l'efficacité dans son mode de fonctionnement. Donc, mon propos, c'est que ces choix stratégiques basés sur un investissement massif en priorité sur l'intelligence artificielle par le biais de projets technologiques, c'est une vraie fausse bonne réponse et que quelque part, il y a façon de faire autrement. Alors, comment faire autrement? Ce que je propose, c'est en fait d'aller dans un autre sens, qui est celui de dire pourquoi ne pas faire d'abord avoir recours d'abord à un développement fort de l'intelligence intuitive. Or, on va justement parler d'intelligence intuitive aujourd'hui parce que c'est quelque chose que vous verrez, c'est assez surprenant. Vous conviendrez avec moi que le travail sur l'intuition, ce n'est pas forcément le fort de nos systèmes d'éducation à tous les niveaux, ni de nos systèmes managériaux, ni de nos systèmes sociaux. Par contre, l'intelligence intuitive, c'est aussi quelque chose d'assez méconnu qui est au mieux
ignorés et au pire, vraiment des fois, véritablement ostracisés de nos réflexions et de nos pratiques managériales et sociales. Donc, on parlera tout à l'heure de l'intelligence intuitive. L'intelligence intuitive, elle permet l'émergence des talents. Et le talent, c'est la ressource principale sur laquelle vont se battre les entreprises. Elles se battent déjà aujourd'hui, et c'est la raison même d'existence de First Group et de toutes ces démarches d'accompagnement pour une évolution, une transformation des modes managériaux vers la capacité de faire émerger, faire travailler ensemble les talents. Et justement, la problématique du talent, ce n'est pas simplement de le détecter, de le faire émerger, de le faire être efficace, de le garder, mais c'est aussi de faire en sorte que les gens sachent travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on puisse mettre ensemble des talents de façon à créer les conditions d'une intelligence collective. Or, nous savons bien que le talent individuel, quand il se frotte à un autre talent individuel, peut avoir des comportements qui peuvent être vraiment délétères. Nous nous souvenons tous de l'équipe de France au championnat du monde en Afrique du Sud, équipe de foot. Et donc, ce n'est pas parce qu'une somme de personnes intelligentes se mettent ensemble que le résultat, ce sera un groupe intelligent. Il est important de créer les conditions de l'intelligence collective, d'une intelligence intuitive collective, par l'intermédiaire notamment de la mise en place de pratiques de coopération et des pratiques d'échange. Ceci dit, évidemment, quand l'intelligence intuitive des individus et l'intelligence collective des groupes elle est développée, c'est clair qu'il y a une plus grande agilité et une plus grande capacité de répondre à cette transformation accélérée du monde et cet ensemble de données qui nous arrivent, de façon à avoir une réelle efficacité dans les choix stratégiques et opérationnels. Et ça permet ensuite d'aller vers une logique de choix de l'intelligence artificielle comme conséquence des choix individuels et collectifs et qui permet vraiment d'adapter l'intelligence artificielle comme un moyen d'améliorer et optimiser le fonctionnement des êtres humains. Et donc, pour cela, mon propos est que simplement, il faudrait d'abord, d'un point de vue stratégique, penser prioritairement à comment créer les conditions de mettre en place un projet humain dans l'entreprise. Et nous savons que ça sera peut-être un des piliers de la réussite de la reprise. Parce que nous avons fait l'expérience de la déshumanisation de notre monde suite au Covid et suite au confinement. Et nous savons que la demande forte viendra du fait de créer des projets humains à l'intérieur de l'entreprise qui permettent aux gens de trouver une autre façon de vivre cet équilibre qui devient de plus en plus instable entre la vie privée, la vie publique, la santé et l'épanouissement, et la réussite et la préservation. Et donc, pour cela, je vous invite à suivre les quelques éléments que l'on a construits, que j'ai construits par rapport à l'intuition. Je voudrais juste demander à Élodie si par hasard il y a des questions qui émergent ou s'il y a quelqu'un qui a envie de faire un commentaire ou de proposer une vision différente avant que j'avance. Élodie? Allô? Allô, allô? Alors, de mon côté, pour le moment, rien n'était inscrit dans le chat, mais voilà, n'hésitez pas à remonter si vous souhaitez lancer un sujet, vous interroger sur ce que a déjà évoqué là Alessandro. D'accord. Ok, bon, ben, j'avance et après, éventuellement, s'il y a quelque chose, tu nous le diras. Tu me le diras, tu Oui. prendras la parole. Donc, les neurosciences le confirment, l'intuition, c'est bel et bien une capacité très importante. Et quand on parle d'intuition comme une forme d'intelligence, c'est confirmé. Et quand on parle de sixième sens,
on verra que ça a tout, a pleinement droit d'être appelé un sens, l'intuition, parce que c'est justement par l'intermédiaire des sens que l'intuition peut se former. Alors, d'abord, il est important, à mon sens, de bien faire la distinction entre l'instinct et l'intuition. Parce que souvent, on fait confusion entre instinct et intuition. Est-ce que c'est les mêmes fonctions? Est-ce que l'objectif, c'est le même? La finalité, c'est le même? Eh bien, la réponse est non. Le fait de penser à Robinson Crusoe et le lieutenant Colombo sert à montrer clairement que tout de suite, nous avons la tendance à identifier Robinson Crusoe avec l'instinct et le lieutenant Colombo avec l'intuition, parce qu'effectivement, l'instinct et l'intuition sont deux fonctions distinctes qui ne font pas référence à la même capacité, mais que les deux sont un mélange de dimensions biologiques et de dimensions perceptuelles. Et que ça, c'est vraiment important. Dans l'instinct comme dans l'intuition, il y a une dimension biologique acquise de mode de fonctionnement intrinsèque de chacun d'entre nous d'un point de vue organique et de dimension perceptuelle, c'est-à-dire la capacité de se mettre en relation avec le contexte extérieur. Et comme vous le savez bien, la dimension perceptuelle est strictement liée à la capacité d'être en connexion avec les sensations qui viennent à nous de l'extérieur par l'intermédiaire de nos sens. Et que donc, c'est une erreur d'utiliser indifféremment l'intuition et l'instinct. Je dirais que l'instinct, bon, je vais vous le spécifier, est une caractéristique biologique qui est commune à tous les êtres vivants. Ça, c'est vraiment une chose fondamentale. Tous les êtres vivants ont un instinct, les hommes, les animaux, même le virus Covid a un instinct de reproduction, de conservation. Et donc, l'instinct, c'est un comportement principalement inné, mais qui peut aussi être développé de façon acquise, qui donne lieu à une conduite réflexe, qui permet de survivre et de faire face à un environnement déterminé. Alors, ce qui est important, à mon sens, à comprendre, c'est que l'instinct, c'est un réflexe, c'est-à-dire c'est un pilote automatique qui s'est créé par le fait que nous avons répété plusieurs fois la même chose dans un environnement qui est un environnement déterminé et stable et qui a donné des bons résultats. Et que si on reprend la dimension darwinienne, le plus adapté, il s'est développé, ce n'est pas le plus fort, mais c'est le plus adapté, et les comportements que l'on a au quotidien s'inscrivent dans les générations, s'inscrivent dans un code génétique qui fait que certains comportements deviennent des comportements en pilote automatique sur lesquels la chose fondamentale, c'est que nous ne le choisissons pas. C'est-à-dire que quand nous réagissons d'instinct, il est important de prendre conscience que nous sommes dans un mode de réaction, c'est-à-dire non volontaire, en pilote automatique, qui est adapté à un environnement qui est stable, constant et plus ou moins connu. Et ça, c'est vraiment une chose importante, on verra tout à l'heure. Parce que, pourquoi c'est une chose importante? Parce que, tout simplement, aujourd'hui, l'environnement n'est plus un environnement stable, ce n'est plus un environnement connu, et les conduites réflexes que nous pouvons avoir aujourd'hui pour répondre aux challenges qui nous sont posés peuvent être des conduites même qui vont à détriment de nos intérêts. Et donc, on voit qu'il y a vraiment besoin de repenser cette notion de dimension instinctive et de la remettre à sa place. C'est utile, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va nous aider quand nous devons conduire des transformations face à l'inconnu. Juste pour rappeler, il y a plein d'instincts, l'instinct de conservation, de protection, de reproduction, mais la sociabilité est un instinct, et les animaux sont sociaux. L'attention, le fait de focaliser, on voit un chat qui guette sa proie. La curiosité, c'est un instinct, mais aussi l'amabilité, c'est un instinct. La coopération, c'est un instinct dans la plupart des animaux, disons, supérieurs. Et même la compassion est un instinct, on le voit avec plein de cas d'animaux qui restent à côté de personnes qui souffrent. Alors, je vais continuer. Alors, l'intuition est quelque chose qui est une caractéristique propre à Homo sapiens. Alors, quand on parle d'intuition propre à Homo sapiens, c'est vraiment important de prendre conscience que cette intuition se manifeste par l'intermédiaire d'un enchaînement de facteurs neurobiologiques et cognitifs. Je vois que Marie-Claudine
demande quelle étude confirme l'intuition, quel est le nom du chercheur. Il y a un nombre important de chercheurs. Je crois qu'on peut commencer à chercher déjà du côté des intelligences, des 8 intelligences de Howard Gardner, sur lesquelles, et quand on parle d'intelligence émotionnelle, il y a un domaine important de développement sur la question de l'intuition. Il y a tout le domaine de la psychologie positive avec Chase Mihaly et Seligman qui parlent des comportements qui permettent l'état de flow dans lequel il y a cette dimension intuitive qui se manifeste. On peut parler aussi d'Antonio Damasio qui a fait des travaux très importants sur le fonctionnement neurobiologique du cerveau et la capacité de prise de décision. Et après, il y a plein d'autres chercheurs qui travaillent sur l'instinct, notamment aujourd'hui dans ce qu'on appelle la médecine quantique. Donc, si je reviens à l'intuition, l'intuition est une combinaison de conscience et évidemment d'expérience, mais expérience pas dans le sens de passé, mais dans le sens de faire l'expérience dans le ici et maintenant, de se connecter à quelque chose qui est en nous et donc d'expérimenter, donc dans le sens de pragmatisme. Ensuite, l'intuition, c'est un ensemble d'émotions et des sensations. C'est d'ailleurs de là que ça émerge l'intuition. Et ensuite, l'intuition, c'est souvent, ça se matérialise souvent comme une sorte de voix interne qui donne une piste sur quelque chose et qui aide à prendre de meilleures décisions. Et donc, les neurobiologies et les neurosciences montrent de plus en plus que se laisser guider par l'intuition est positif et recommandé. Alors, donc… J'ai juste une question, Alessandro, de Esaifi, qui disait, enfin c'est plus peut-être un commentaire, si la coopération est un instinct, ça signifie que certains ne peuvent pas facilement travailler en collaboration? Alors, oui, merci pour la question. Effectivement, quand on parle d'instinct, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'exclusivement acquis. En fait, un instinct, c'est quelque chose qui s'acquiert, mais qui est inné, mais qui peut aussi s'acquérir par le comportement. Donc, si je fais un exemple, un instinct inné, c'est d'avoir un réflexe brutal quand quelque chose nous vient à notre rencontre. Par exemple, en voiture, un Parisien, il aura l'instinct de braquer quand quelque chose traverse la route à l'improviste. Cet instinct, ce n'est pas un instinct humain automatique, oui, c'est un réflexe, c'est un mode de fonctionnement réflexe, mais il a été acquis par le fait qu'un Parisien, il vit à Paris et il conduit à Paris tout le temps, et donc ça s'est intégré dans son pilote automatique. Par contre, cet instinct-là, c'est quelque chose qu'il n'avait pas plugin, il l'a développé. Donc, comme on peut voir, même par rapport à la question de la coopération, il y a une dimension qui est une dimension innée dans la coopération, et certains d'entre nous l'ont de façon beaucoup moins importante, et ça dépend de notre charge hormonale. Et par contre, il y a une dimension qui est une dimension acquise. Et donc, effectivement, on peut modifier les instincts des êtres humains par rapport à la coopération. Et d'ailleurs, si on prend l'exemple de la France et l'Allemagne, eh ben, c'est deux nations qui se sont combattues pendant des siècles et qui, après un certain moment, ont décidé de changer leur instinct parce que le contexte a changé et ont décidé de le faire changer. Donc, on peut travailler sur la coopération et ça, c'est un des axes sur lesquels, à First Group, on fait travailler pour justement développer l'intelligence collective et qu'on peut amener les gens à apprendre de nouvelles références et de nouveaux réflexes. Donc, si je continue sur l'instinct et l'intuition, les deux, c'est deux fonctions différentes. Les deux, elles permettent d'accéder à des ressources qui nous aident à mieux répondre aux défis du quotidien, ça c'est évident, à être mieux ajustés à notre réalité pour survivre de manière plus efficace. Donc là, on parle de l'agilité et d'anticiper les risques en termes de menaces et opportunités et même vivre plus connecté à notre essence intime. Donc, si on va explorer un peu qu'est-ce que c'est l'intuition, je vais vous proposer quelque chose qui va être peut-être surprenant pour vous. Et je démarre par le fait que si on fait l'étymologie d'intuition, étymologiquement, intuition signifie capacité de regarder à l'intérieur de quelque chose d'opaque. Donc, ça a vraiment tout son sens. C'est-à-dire que l'intuition, c'est cette capacité de détecter des signaux faibles qui permettent
de anticiper des tendances vers lesquelles pas tout le monde peut voir. Dans un environnement opaque ou dans un environnement inconnu, l'intuition permet de détecter ces signaux faibles qui nous donnent des pistes. Ça ne veut pas dire que c'est la baguette magique, mais simplement l'intuition, c'est quelque chose qui nous permet d'ouvrir davantage notre capacité de regard sur un contexte, un changement ou un contexte pas clair. Et ce que je vais vous lire là tout de suite, c'est quelque chose, c'est une définition, et vous verrez que cette définition, après, c'est quelque chose de surprenant. Donc, c'est une définition qui dit que l'instinct, c'est cette capacité de regarder à l'intérieur de quelque chose d'opaque, non pas avec une vue sommaire et superficielle, mais avec la vue de l'esprit qui saisit en face et pleinement une réalité cachée à d'autres personnes, qui constate ou voit d'un coup d'œil un phénomène ou un objet ou une chose qui existe en lui ou hors de lui, non parce qu'il s'y applique, mais parce qu'il ne peut pas l'apercevoir. L'intuition est analogue à ce que la vue est dans le domaine des sens. Alors, cette définition, vous voyez, ça paraît un peu compliqué. En réalité, c'est la traduction du français ancien, parce que c'est la traduction d'un passage de Descartes. Et j'espère que ça soit quelque chose qui surprendra plus d'un. Parce que le premier, vraiment, le premier à se pencher sérieusement sur l'intuition a été Descartes. Parce que Descartes a basé toute sa doctrine et toute sa méthode sur l'intuition. Et après, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste qu'il a été un peu dévoyé. Aujourd'hui, quand quelqu'un se définit cartésien et rationnel, a la tendance à écarter toute tendance à prendre en compte la dimension intuitive. Tandis que la vraie essence, le vrai esprit de Descartes était justement de mettre l'intuition à la base de sa doctrine, parce que comme je vous le montrerai tout à l'heure, Descartes, il dit que l'intuition est l'acte le plus pur et fluide de l'intelligence humaine. C'est une vue immédiate, sûre, facile, d'instinct, qui se fait en utilisant les ressources profondes de l'être, le soi qui exerce d'un seul coup d'œil, qui ne coûte ni d'effort ni de réflexion, qui n'entraîne aucune hésitation, ne prend pour ainsi dire aucun temps appréciable, tant elle s'est fait naturellement et aisément, sans intermédiaire et sans hésitation. Et ça, c'est, disons, une interprétation, c'est un réaménagement des mots de Descartes, parce que ce serait un peu plus barbant de le lire en langage cartésien, mais c'est ce qui est repris par les tenants de la psychologie positive, donc Seligman, Csikszentmihalyi et d'autres, qui travaillent sur l'état de flow. Et donc, ça, c'est vraiment une chose fondamentale à prendre en compte, c'est-à-dire que quand nous sommes en état de flow, nous avons accès à cette dimension intuitive extrêmement puissante qui nous permet d'aller chercher des ressources profondes qui fonctionnent à une vitesse extrêmement supérieure, parce que c'est les ressources de l'inconscient. Juste pour vous donner une idée, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'être humain, de façon consciente et volontaire, il peut coordonner 6 à 8 opérations à la seconde. Tandis que notre inconscient, il peut coordonner 1 trillion d'opérations à la seconde, parce qu'il coordonne le fonctionnement de toutes les cellules, des organes, les interactions internes-externes. Et la vitesse de fonctionnement de l'inconscient est 1 millième de seconde, tandis que la vitesse de fonctionnement du conscient rationnel est 1 seconde. Donc, vous comprenez bien que quand on compare 6 à 8 opérations à la seconde à la vitesse d'1 seconde avec 1 trillion d'opérations à la seconde à la vitesse d'1 millième de seconde, il n'y a pas photo, il n'y a pas d'histoire, l'inconscient est extrêmement plus puissant. Par contre, effectivement, il n'est pas utilisé, il n'est pas forcément, on ne nous enseigne pas comment aller le chercher, comment le valoriser. Et je vois qu'il y a un commentaire de Christine Sulliam qui dit « Merci, car je ne savais pas que Descartes avait mis l'intuition au cœur de sa méthode ». Et donc, effectivement, je vais vous montrer comment Descartes l'a mis au cœur de sa méthode. Mais d'abord, je vais vous présenter très brièvement quelque chose que, dans les animations que nous faisons, nous mettons au centre, c'est une compréhension des mécanismes neurobiologiques de l'état de flow, parce qu'il est extrêmement important de prendre conscience que
la médecine, disons l'imagerie médicale nous a démontré que effectivement, le fonctionnement de l'état de flow dépend de deux dimensions fondamentales qui sont les dimensions hormonales et la dimension cardiaque. Et donc, très très rapidement, l'être humain, tout organisme vivant d'ailleurs, peut fonctionner de deux façons, soit en mode excitation, soit en mode de détente. Ces deux états sont des états qu'on appelle des états métaboliques, c'est-à-dire c'est le fonctionnement, c'est la vitesse à laquelle fonctionne notre organisme. Quand nous sommes en excitation, le cœur s'accélère, l'adrénaline et la noradrénaline sont les hormones qui se produisent en priorité, et le système nerveux sympathique, il est activé, qui est le système nerveux du mode réflexe de la réaction. Quand nous sommes en détente, la détente, c'est un ralentissement du rythme cardiaque avec la production prioritaire d'acétylcholine et l'activation du système nerveux parasympathique. Or, aucune de ces deux dimensions est meilleure que l'autre. Par contre, ces deux dimensions déterminent la capacité d'être agile. Si quelqu'un est en détente quand il devrait être excité ou excité quand il devrait être en détente, il n'est pas agile parce qu'il n'est pas capable de s'adapter à l'environnement extérieur. Donc, ces deux dimensions-là sont des dimensions importantes, comme on verra, mais le plus importante, c'est deux autres dimensions hormonales. La première, c'est ce qu'on appelle l'état catabolique, dans lequel on a une production de cortisol, qui est une hormone qui sert à activer les processus glucidiques pour avoir de l'énergie et les processus immunitaires pour se protéger en situation difficile. Quand on est en état catabolique avec de la production de cortisol, on a des sensations désagréables. Et ça, c'est vraiment une chose importante parce que là, ça rentre en jeu un fonctionnement réflexe très important qui a été exemplifié par l'expérience du chien de Pavlov. Et globalement, c'est très simple. Le chien de Pavlov, on lui présente de la nourriture, on fait sonner une cloche, il salive. Si on l'entraîne à ça, quand on fait sonner la cloche, même si on ne présente pas la nourriture, il salive quand même. Et ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que si nous sommes habitués à fonctionner en état catabolique avec de la production de cortisol parce que nous sommes sous stress et que nous sommes adaptés aux sensations désagréables, quand nous avons des sensations désagréables, ce qui se passe, c'est que nous produisons du cortisol. Or, ce qui est extrêmement important à comprendre, c'est que quand le cortisol se mélange avec de l'adrénaline et de la noradrénaline, c'est-à-dire quand nous sommes excités en situation d'état catabolique avec des sensations désagréables et que nous sommes en incohérence cardiaque, nous produisons un état clinique qui s'appelle un état clinique de l'agressivité. Ça, c'est des études qui ont été faites en psychologie positive, c'est des études cliniques randomisées en double aveugle qui démontrent que les personnes agressives, leur agressivité, elle vient du fait qu'il y a des mélanges hormonaux avec un état d'incohérence cardiaque qui n'est pas très favorable. Si par contre l'incohérence cardiaque se manifeste en état catabolique mais en détente, on a l'état qu'on appelle l'état d'apathie. Et ces deux états, l'agressivité et l'apathie, ça s'appelle des états de blocage. Et donc, disons, dans toutes mes animations, je pose ça au centre, je pose ce cadran au centre du travail, parce que quand les gens sont en état de blocage, ils sont soit agressifs, soit apathiques, mais ils ne sont pas du tout dans les meilleures conditions pour aller accéder à leurs talents et à leur intuition et créer les conditions de l'intelligence collective par l'intermédiaire de la coopération. Et ce qui est extrêmement important à comprendre, c'est que si les sensations désagréables sont la conséquence d'actes managériaux et de choix stratégiques, l'état catabolique se déclenche et ça crée les conditions de l'état de blocage. Donc, la réflexion sur la posture et les modes de management devient vraiment quelque chose qui peut être appuyé sur des données scientifiques. Si par contre, nous allons vers l'état anabolique, dans lequel nous avons une production d'endorphines, sérotonine, dopamine, DHEA, mélatonine, ocytocine et plein d'autres hormones qui sont des hormones extrêmement utiles pour le fonctionnement en situation agréable. Et donc, si on est dans une situation dans laquelle l'état anabolique produit des sensations agréables, si on est en train de produire des sensations agréables, par exemple, par notre posture et notre mode de management, nous créons les conditions de l'état anabolique. Et quand il y a un mélange hormonal entre l'état anabolique et, par exemple, l'état d'excitation, si nous sommes en présence de cohérence cardiaque, nous allons dans un état clinique qui s'appelle l'enthousiasme. Or, le mot enthousiasme vient du grec entheos, qui veut dire Dieu dedans. Dieu dedans, c'est-à-dire c'est cette dimension intuitive, cette dimension du talent, des ressources profondes qui permettent de faire face de façon agile et sans effort à des situations difficiles.
Et j'attire votre attention sur le fait que quand on parle de passion, des gens passionnés, passion vient du grec pathos, qui veut dire souffrance, maladie. Et donc, les gens passionnés, ce n'est pas du tout des gens qui sont en vert, mais c'est des gens qui sont en rouge. Et d'ailleurs, je crois que vous tous, vous avez fait l'expérience de qu'est-ce que ça veut dire travailler et coopérer avec des gens passionnés qui peuvent être très générateurs d'énergie au début, mais qui à la fin, ils créent des conditions d'épuisement et parce qu'ils ne savent pas gérer la relation et les limites dans l'utilisation de l'énergie et ils sont souvent en train ensuite de pomper de l'énergie aux équipes. Tandis que les gens enthousiastes, ce sont plutôt des gens qui génèrent de l'énergie, ils savent quelles sont les limites et ils savent donner de l'énergie aux autres. Donc, vous voyez comment ça, c'est important de faire travailler les gens sur cette prise de conscience et que les postures de leadership et de management qui provoquent des sensations agréables et qui mettent l'accent sur le plaisir, c'est vraiment quelque chose d'important pour créer les conditions de l'enthousiasme. Et si on est en état anabolique mais en détente, en cohérence cardiaque, on a les conditions de la créativité. Et la créativité et l'enthousiasme sont les caractéristiques de l'état de flow. C'est cet état dans lequel tout devient simple, ça coule de source et ça vous est arrivé sûrement d'avoir fait face à des difficultés et être dans cet état pour lequel pour vous tout était clair, était simple et ça coulait de source, vous le faisiez sans effort, tandis que les autres, ils ramaient autour, ils ne comprenaient pas et ils avaient du mal à s'adapter. Donc, c'est juste pour dire que si nous voulons développer l'intelligence intuitive et l'intelligence collective, nous n'avons pas le choix. Nous devons être en état de flow, c'est-à-dire du côté vert. Mais que cette dimension du côté vert, ce n'est pas une dimension cognitive. On ne peut pas imposer aux gens d'être en état de flow. C'est un état hormonal et cardiaque. Et donc, dans mes formations, je pose cette dimension au début de toute formation pour faire prendre conscience aux gens de cette évidence scientifique et que notre mode de fonctionnement biologique, il est comme ça et qu'on ne peut pas le changer parce qu'on pense que c'est différemment. Et ça permet de donner des pratiques de posture de management personnel et ensuite collectif qui aident les équipes à aller vers les états de flow et donc à améliorer l'émergence de l'intuition, du talent et de la coopération. Avant de passer à terminer avec la question de Descartes, je voulais savoir s'il y avait des questions par rapport à ce cadran neurobiologique, à cette explication de le fonctionnement biologique de notre être. Alors, je vois que Saifi, il dit qu'il faut introduire la sophrologie au travail. Oui, et ce n'est pas que la sophrologie. Ça peut être, bien sûr, la sophrologie, l'hypnose, la méditation, le yoga, mais ça peut être aussi tout simplement le fait de permettre aux gens de faire une sieste, de permettre aux gens d'avoir un espace de détente, de travailler à des rythmes différents. Et je crois que tout le monde est conscient qu'il y a un effort énorme de plein d'entreprises sur les conditions, l'ergonomie du travail, les conditions de vie au travail qui sont nécessaires pour faire en sorte qu'il y ait une augmentation de l'efficacité, pas exclusivement d'un point de vue de la performance opérationnelle brute, mais aussi de la capacité de garder les conditions d'un climat social acceptable et d'une santé des gens au travail. D'accord, donc je peux peut-être avancer. OK. Et donc, tout simplement, je vais terminer avec Descartes. Descartes, il dit que l'intuition directe du vrai se manifeste par des idées claires et distinctes et c'est à la base de toute sa doctrine parce que Descartes, ce qu'il affirme, c'est que l'intuition, c'est ce fait primitif, irréfutable et inéluctable devant lequel s'arrête le doute. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la vérité intuitive sert de point de départ à toutes les connaissances
Et donc, je pense donc que je suis, en réalité, il faudrait le lire à l'inverse. C'est-à-dire, c'est parce que je suis et que je suis en connexion avec mon intuition, et par la connexion à l'intuition se forme par le fait que je suis connecté au monde extérieur par l'intermédiaire des sens à la réalité sensible. À ces moments-là, je peux penser, et donc, par la pensée, je peux prendre conscience de ce qui se manifeste à moi. Et juste pour vous donner une idée de combien c'est important cette dimension corporelle et cette dimension sensorielle, imaginez quelqu'un qui est aveugle, sourd, complètement brûlé au 3e degré, avec plus d'odorat et plus de goût. C'est-à-dire que tous ses sens sont éteints. Ça s'appelle une personne dans le coma. Une personne dans le coma, son cerveau, sa rationalité, sa dimension consciente cognitive, elle ne peut pas fonctionner. Nous avons besoin, pour fonctionner, à l'instar des algorithmes, nous avons besoin de données qui viennent de l'extérieur. Et ces données, nous les récupérons par nos récepteurs qui sont les sens. Et donc, la doctrine cartésienne est une doctrine qui est extrêmement importante parce que pour Descartes, l'intuition, ce n'est pas un produit du raisonnement, mais c'est une vérité d'intuition qui apparaît certaine et lumineuse bien avant le constat de la réalité des phénomènes sensibles. Or, je ne veux pas passer énormément de temps sur Descartes, mais je crois que c'est utile de amener ces deux dimensions, qui sont la dimension neurobiologique et cardiaque qui amène la science par l'intermédiaire de l'imagerie médicale sur la dimension neurobiologique du fonctionnement de l'état de flow, et cette dimension de remise un peu en perspective de ce qu'est-ce que c'est d'être cartésien. Parce qu'aujourd'hui, face au Covid, face à ce monde nouveau et quelque part inconnu auquel nous devons apporter des réponses nouvelles, si nous restons cantonnés à cette dimension cartésienne qui est mal comprise, que c'est la rationalité de la démonstration par les noms, par le numéro et par les algorithmes de ce que doivent être les décisions, nous risquons d'aller sérieusement dans la mauvaise direction, pour ne pas dire dans un cul-de-sac où à la fin il y a un mur. Nous avons besoin d'inventer de nouveaux modes de fonctionnement, d'avoir de nouvelles stratégies, d'avoir l'audace de faire confiance à notre intuition. Et c'est vraiment là-dedans la dimension fondamentale, c'est-à-dire cette capacité d'abord de retrouver confiance en nous-mêmes. Et je crois que c'est un des devoirs fondamentaux de tout leader, de tout manager, c'est d'abord de travailler sur sa propre confiance à soi et à ses intuitions, pour ensuite créer les conditions pour que les équipes soient en état de flow et puissent avoir eux-mêmes confiance dans leur mode de fonctionnement, et tout ça pour aller vers des modes de fonctionnement qui soient de plus en plus de modes de fonctionnement qui privilégient l'autonomie, l'émergence du talent, la capacité de faire travailler les gens ensemble sans forcément être dans des logiques de contrôle physique strictes, qui sont des logiques primitives de management, je dirais même préhistoriques du 19e siècle. Et donc, bon, juste pour terminer sur Descartes, Descartes identifie trois types d'intuition. L'intuition sensible des sens. Quand on voit une couleur par intuition, on sait quelle est la couleur, sauf dans des cas un peu troublants. Ensuite, l'intuition mentale, c'est cette capacité de voir des choses que les autres ils ne voient pas. D'ailleurs, Poincaré, le mathématicien qui était évidemment un cartésien et qui a révolutionné un bon pan des mathématiques, il avait l'habitude de dire que c'est par l'intuition qu'on trouve et par la raison et la rationalité qu'on vérifie. Et donc, ça met tout en évidence quelle est la grosse problématique aujourd'hui. La grosse problématique aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous, il a un devoir de leadership, et le leadership se manifeste par cette capacité d'avoir une intuition pour identifier un chemin qui n'est pas forcément le chemin classique, pour capacité de détecter des signaux faibles qui permettent d'aller sur ce qu'on appelle les océans bleus, plutôt que de continuer à fonctionner en mode automatique sur les océans rouges. Donc, Descartes parle de l'intuition mentale, et ensuite, il parle aussi de ce qu'on appelle l'intuition morale, qui est l'intuition
Il y a un micro allumé avec des feuilles peut-être qui grattent, donc si vous pouvez l'éteindre s'il vous plaît. Et merci. Et donc, l'intuition morale, c'est celle qui permet d'accéder à quelques vérités indémontrables, indubitables, qui sont les régulateurs des êtres humains. Et c'est cette capacité d'intuition morale qui fait les grands leaders et qui permet les grandes révolutions. Donc, disons que le fait d'avoir exploré cette dimension méconnue du cartésien et du cartésianisme, ça nous permet de nous connecter à qu'est-ce que c'est la rationalité et l'innovation, quel est le rôle de l'intuition dans la rationalité et l'innovation. Et on sait que intuition, intelligence intuitive dérangent parce qu'elles ne sont pas jugées comme des facultés rationnelles cartésiennes. Elles ne peuvent pas être expliquées facilement parce que dans l'éducation prévaut le rationnel, l'analyse, la logique et peu de part est laissée à l'intuition, au ressenti, à l'émotion, à la créativité. Et donc, vous voyez là pourquoi, dans le cadre d'une entreprise 4.0, si le choix stratégique de l'entreprise 4.0, c'est des choix de projets technologiques basés sur l'intelligence artificielle parce que c'est très rationnel, logique et que ça va vite et on peut vraiment détruire une dimension qui est une dimension fondamentale, qui est la dimension intuitive et collective dans les entreprises. Et donc, voilà. Je dirais que plus nous avons la capacité de créer les conditions de l'état de flow qui stimulent l'émergence des talents individuels et de la coopération et de l'intelligence collective, plus nous créons les conditions de la capacité d'innovation et d'agilité dans les entreprises. Et c'est pour ça qu'à mon sens, aujourd'hui, face à un monde nouveau qui s'ouvre à nous, la sensibilisation des équipes à ces problématiques qui peuvent paraître peu opérationnelles, en réalité, c'est quelque chose de fondamental pour, comme j'entends certains dire, pour leur ouvrir les chakras, mais tout simplement de façon beaucoup plus pragmatique, pour les autoriser à se sentir en confiance d'explorer des chemins inconnus, parce que face à un monde inconnu, utiliser les mêmes chemins, les mêmes réactions et les mêmes outils qu'avant, c'est tout simplement ce que Einstein définissait être la folie, c'est-à-dire espérer d'obtenir quelque chose de différent en faisant toujours la même chose. Les méthodes de management du XXe siècle, du début du XXIe, elles sont aujourd'hui complètement dépassées par le monde inconnu auquel nous sommes en train de faire face. Et je crois que nous devons tous ensemble avoir ce courage d'explorer des chemins différents. Il est 3h moins 10. Je ne sais pas si, Elodie, tu veux faire un tour de table pour voir s'il y a des questions. Oui. Voilà, l'idée c'est que suite à ce que tu as pu nous présenter, évoquer, j'imagine que y a à la fois découverte. Est-ce que vous avez des questions là-dessus par rapport peut-être même à la mise en application dans vos équipes ou même personnellement? Il me semble que... Ou peut-être que tu peux évoquer, je ne sais pas si tu avais d'autres sujets à mettre en avant de ton côté, Alessandro. C'est simplement très rapidement, en entreprise, l'intelligence intuitive permet de prendre des décisions plus rapidement et souvent des décisions plus adaptées. Disons que tout le travail qui a été fait sur les logiques d'océan bleu, océan rouge se base sur la capacité de détecter des signaux faibles et d'orienter ses choix stratégiques pour aller là où il n'y a personne. Or, si on pense à mon sens, l'intuitif par excellence aujourd'hui, qui est Elon Musk, au-delà de tous ces manies de personnages un peu fantasques, Elon Musk est doué à un talent extrêmement intuitif qui lui a permis d'anticiper des
tendances et même de créer des tendances en allant chercher des océans bleus là où tout le monde disait que c'était impossible et ce serait vautré. Donc, et on n'a pas besoin d'être tous des Elon Musk, mais chacun de nous a besoin au quotidien d'aller identifier qu'est-ce qu'il y a de différent pour faire la différence d'un point de vue des produits, des services, des opérations. Et donc, je crois que ça, c'est très important. L'intuition en entreprise, ça permet également de s'adapter plus rapidement aux changements, de libérer la créativité au sein des équipes, d'être davantage à l'écoute du monde des autres, de rester ouvert à la nouveauté, de s'ajuster aux besoins des interlocuteurs et aux besoins, aux évolutions de marché qui sont de plus en plus rapides. L'intuition, les capacités intuitives permettent d'avoir une vision globale du monde des individus et donc de faire gagner un temps précieux à l'entreprise dans des périodes de changement intenses et rapides. Et évidemment, l'intuition, elle n'est pas une baguette magique, elle permet juste d'ouvrir le champ de possibles et ça s'accompagne inévitablement de capacités de maîtrise qui doivent être apprises. Et donc, c'est pour ça aussi que des séminaires, des workshops, des formations, des learning expeditions, des activités pour découvrir l'intuition peuvent être vraiment utiles pour définir de nouveaux modes de management et de fonctionnement à l'intérieur des équipes. D'ailleurs, il y a une question de Maud Leroux par rapport à la mise en application en entreprise. Concrètement, comment toi tu vois les choses, comment tu l'appliques notamment dans tes séminaires? Tu peux peut-être nous citer un exemple? Oui, bien sûr. Alors, merci à Maud qui demande aussi concrètement comment on voit les choses pour une mise en application en entreprise et aussi à Christine qui dit que pourquoi on est allé dans une autre direction et quelles entreprises ont suivi ce séminaire, est-ce qu'il y a des modifications dans les organisations. Alors, bon, pourquoi on est allé dans cette direction? Bon, ben, je ne sais pas, c'est le monde du 19e siècle, ce n'était pas le monde du 18e, ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Mais la question, c'est est-ce que nous devons continuer à aller dans une direction qui est une direction clairement fausse ou est-ce que nous pouvons faire autrement? Et donc, pour répondre à vos questions, oui, nous avons commencé avec Fresh Group, désormais depuis 5 ans, à faire travailler les gens justement sur comment créer les conditions de l'état de flow. Et ça, c'est la première chose importante. C'est le cadran neurobiologique démontre clairement que l'état de flow, ce n'est pas quelque chose qu'on peut décréter, ce n'est pas une construction cognitive, une construction intellectuelle, c'est quelque chose de très ancré dans la neurobiologie des êtres humains. Donc concrètement, la première chose que nous faisons, quand nous faisons une intervention, c'est moi j'ai un appareil d'imagerie médicale qui permet de connecter les personnes à un logiciel qui analyse la cohérence cardiaque et qui donc peut permettre de visualiser concrètement qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur du corps de la personne, notamment du cœur de la personne, quand elle est en état de stress ou quand par l'intermédiaire de pratiques qui sont les pratiques de la focalisation et de la respiration cohérente, elle se met en état de flow et ça, c'est quelque chose de très saisissant. Donc concrètement, la première chose, c'est vraiment investir sur une alphabétisation des personnes qui prennent conscience que leur corps est la base sur laquelle fonctionne leur rationalité. Et que, comme disaient les latins, mens sana in corpore sano. Si le corps n'est pas OK, si le corps n'est pas sain, si le corps n'est pas en bon état, la tête, elle ne peut pas être en bon état. Donc, ça, c'est la première dimension extrêmement importante. Ensuite, une fois que les gens ont pris conscience que par l'intermédiaire de quelques pratiques qui ne sont pas vraiment très difficiles, elles peuvent mieux se mettre en état de flow et anticiper éventuellement les passages en rouge. La deuxième chose extrêmement importante à faire, c'est de les faire travailler sur la prise de conscience de quelles sont les postures managériales et les méthodes de management et de leadership qui entraînent la création d'états de blocage parce qu'elles mettent les gens en rouge ou la création d'états de flow parce qu'elles mettent les gens en vert. Et pour cela, nous avons structuré toute une série de démarches que moi j'ai structurées dans mon doctorat qui s'appelle Leading by Dynamic Stability, donc la logique de la stabilité dynamique, qui est toute une méthode, c'est un parcours. Et ce n'est pas un parcours de formation, mais c'est plutôt un parcours d'accompagnement et d'initiation à des pratiques différentes, à des consciences différentes de l'acte de l'idée et de manager des équipes. Un travail important sur les postures, sur les modes de communication, sur les capacités
systémique. Et donc, concrètement, ça se produit par des workshops qui sont étalés dans le temps, entremêlés d'activités et intercessions, que ce soit en distanciel ou en présentiel, pour que les gens puissent identifier de nouveaux modes de fonctionnement. Ensuite, il y a un travail important que nous faisons faire sur la capacité de mettre en place des logiques de coopération en faisant travailler sur des méthodologies qui sont issues des travaux sur la coopération de Harvard, de Massachusetts, de MIT. Et voilà. Et après, il y a évidemment tout un travail que nous faisons faire aussi sur comment libérer la capacité créative et les talents des gens en les faisant travailler justement sur la connexion à leur intuition qui peut se faire par des expériences collectives, que d'ailleurs j'ai fait même en distanciel, ou par du coaching individuel. Et concrètement, évidemment, nous, chez First Group, on ne fait que du sur-mesure, hein, et donc toute demande est étudiée et toute réponse est adaptée au contexte, aux demandes de l'entreprise, aux besoins de l'entreprise. Maintenant, si vous voulez savoir s'il y a des grandes entreprises dans lesquelles nous avons commencé à mettre cela en place, oui, bien sûr. Personnellement, j'ai déjà animé et accompagné des entreprises comme Sonfi sur la mise en place d'une transformation de modes managériaux. Nous avons travaillé chez AXA, nous avons travaillé chez Biomérieux, chez Plastic Omnium et chez Valeo. Donc, il y a plein d'exemples d'entreprises sur lesquelles, dans les différents domaines, évidemment, on peut mettre en place ces logiques. Voilà, je vois qu'il y a plein de gens qui doivent partir. Et je me permets sur ce que tu viens de dire, Alessandro, pour que les personnes qui ont posé les questions, peut-être qu'elles le visualisent plus concrètement, un exemple de parcours de formation que tu proposes, notamment développer donc les intelligences intuitives et collectives qui englobent plusieurs, là au vu du contexte, plusieurs classes virtuelles, mais qui se fait sous différentes modalités, sous autres contextes. Voilà, donc c'était juste un petit partage. Oui. Donc, tu veux que… Bah, je viens de partager, c'était juste pour en informer tout le monde. Oui, Et puis, il y avait une question, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui filent aussi, mais c'est de répondre, et qu'est-ce que tu penses des mauvaises intuitions? Mais il n'existe pas de mauvaise intuition comme il n'existe pas de bonne intuition. En fait, l'intuition, ce n'est pas la baguette magique ni la sphère de cristal qui te dit « fais cela, tu auras raison ». Non, ce n'est pas du tout ça. L'intuition, c'est la capacité de détecter des signaux faibles que les autres ils ne voient pas, simplement parce que nous sommes plus ouverts à l'extérieur, nous sommes plus sensibles, nous avons cette capacité d'absorber plus de choses et de faire travailler notre inconscient. Ensuite, l'intuition, elle ne fait rien d'autre que nous ouvrir davantage. C'est comme si nous avions passé notre vie à regarder en dehors de la fenêtre avec des lunettes, des jumelles, et qu'à l'improviste, on nous enlève les jumelles, on nous ouvre la fenêtre et on nous montre qu'il y a un panorama complet à 180 degrés ou 360 autour de nous. Donc l'intuition, elle ne fait que ça. Elle ne fait qu'élargir cet espace. Or, par contre, ce qui est intéressant, c'est que les personnes intuitives ont cette capacité d'élargir cette vision, c'est ce qu'on appelle la vision globale, et en même temps, elles ont cette capacité de regarder avec attention chacun des détails de façon à identifier ce qui est essentiel et savoir faire un tri, savoir faire une priorisation, savoir faire des arbitrages. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est une personne intuitive qui est vraiment en vert, il n'a pas forcément raison. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand il suit son intuition, elle est en état de cohérence, donc elle est alignée, elle est en état d'utilisation maximale de ses ressources, et donc elle sera capable de faire face avec beaucoup plus d'énergie et débarrasser moins d'énergie avec beaucoup plus d'efficacité aux difficultés, et elle est capable de déplacer des montagnes. Et je crois que c'est vraiment ça la question fondamentale de l'intuition, c'est pas de jouer au divin, c'est la capacité de regarder de façon plus large et plus attentive et d'être simplement un peu plus sage. Mais elle demande beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse et beaucoup de confiance en soi, d'écoute et de capacité de partager avec les autres et d'utiliser les ressources de tout le monde.
Très bien. Merci en tout cas pour ce partage, Alessandro. Est-ce que d'autres ont des questions avant de finaliser ce webinaire? Voilà, alors Essayfi, si c'est pour rebondir sur votre commentaire, voilà, si vous souhaitez en savoir plus, aller au-delà, n'hésitez pas à nous contacter. Alessandro et l'équipe First Group restent à votre disposition pour voir aussi jusqu'où on peut aller et adapter euh, ce support, cette présentation à l'environnement de vos entreprises, de vos équipes et de vos collaborateurs. Et je voudrais juste ajouter, Elodie, parce que je vois qu'il y a plein de questions sur le fait de transmettre aux équipes, quel type de formation. Je voudrais juste rassurer vraiment sur une chose. Une personne intuitive est une personne extrêmement pragmatique. Et donc, je voudrais rassurer sur le fait que toutes nos interventions que nous faisons en entreprise, c'est des informations extrêmement pragmatiques avec beaucoup d'éléments méthodologiques que j'ai structurés et développés. Évidemment, dans une heure, j'ai dû donner des grandes lignes, donc ça pourrait paraître parfois un peu distant, abstrait ou conceptuel, mais en réalité, tout ce que nous faisons, c'est vraiment quelque chose qui permet concrètement aux équipes, un pas après l'autre, au quotidien, d'apporter des réponses différentes et d'ouvrir des champs du possible si, évidemment, il y a la volonté de la mettre en place et la persistance et la persévérance dans le fait d'accompagner le changement des pratiques. Super, merci en tout cas pour cette parenthèse. Merci. Enfin, même moi, j'ai découvert, j'arrive maintenant à faire la différence entre instinct et intuition. Oui, enfin, je pense qu'aussi en démonstration, c'est encore plus flagrant et frappant. Ok, et ben voilà, ce webinaire, si vous le souhaitez, il pourra être revisionné sur notre site. Donc n'hésitez pas si vous avez manqué certaines informations. Et puis bien évidemment, si vous souhaitez en savoir plus, échanger en face-to-face, n'hésitez pas. Je ne sais pas si tu as le slide, Alessandro, sous les yeux de notre mail, donc contact@firstgroup.fr, ou bien évidemment, vous pouvez vous rendre directement sur notre site www.firstgroup.fr. Voilà. En tout cas, merci à tous et à toutes de vous être connectés. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain webinaire la semaine prochaine, où là, on sera plus sur peut-être moins un sujet, mais plus un partage, une rencontre, un speed dating avec notre filiale TKL, qui présentera les différents métiers et projets de nos consultants. Voilà. Merci beaucoup, Alessandro. Merci à vous toutes et tous. Merci Elodie et à bientôt si besoin d'avoir des approfondissements. Merci. Ciao.